J'ai essayé de travailler ici dans quelques entreprises et la vérité, je me suis jamais senti à l'aise. Je me sentais toujours étouffé. J'ai commencé à faire des vidéos de maths en décembre 2012. D'accord. Donc c'était presque un an avant ma démission. Du coup, pendant cette année-là, je m'entraînais à réaliser de meilleures vidéos. En fait, je prenais mes vidéos, je les montrais, j'ai laissé à ma maman, parce que c'est une prof de français, elle montrait ça à ses élèves. La personne la plus influente dans mon parcours, c'était ma mère. La plus influente, dans le sens où à chaque fois que ça allait très très mal, je pouvais compter sur son soutien. D'ailleurs, je profite de ce passage pour la remercier du fond de mon cœur. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Ralem. Il est entrepreneur, fondateur de Kessako, plus grande plateforme de e-learning au Maroc, mais aussi fondateur et directeur général de Mirati, une entreprise de maroquinerie haut de gamme, 100% marocaine, qui a pour vocation de mettre en avant l'artisanat marocain. Youssef Ralem, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, tout l'honneur est mien. Merci beaucoup Youssef. Alors première question qui me traverse comme ça à l'esprit. Donc vous avez fait des classes prépa, des études en ingénierie. À quel moment vous avez découvert en vous cette fibre entrepreneuriale ? En fait, avant que ce soit une fibre entrepreneuriale, c'était un goût pour le challenge, pour la compétition. Depuis tout petit, j'adore la compétition. Donc ça a commencé avec le sport quand j'étais jeune. Après, le sport, c'est devenu les jeux vidéo. Et à un moment, dans mes études, je devais faire preuve d'assiduité et de sérieux, donc c'est devenu les maths. Et voilà. Donc après, quand j'ai fait les classes préparatoires, c'est un environnement super compétitif également. La vérité, je me sentais bien. Les classes prépa, contrairement à pas mal de mes compères à l'époque, de mes confrères et de mes consoeurs. Et voilà, donc c'était surtout le côté challenge qui m'intéressait durant mon enfance. Et c'est quelque chose qui a toujours été un leitmotiv pour moi. Ça m'a toujours... C'était toujours une source de plaisir et de motivation pour se dépasser et pour travailler plus acharnément afin d'atteindre des bons objectifs. Et quel a été le processus pour vous, Youssef Ralem, avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Quel a été le processus, c'est-à-dire les étapes en quelque sorte que vous avez traversées avant d'en arriver là où vous êtes actuellement? En fait, moi, quand j'étais fait prépa pour continuer sur le même acheminement, quand j'étais fait prépa, je voulais bien faire la recherche scientifique par la suite, les mathématiques, me spécialiser, avoir une carrière purement mathématique et théorique. Finalement, le concours, les circonstances n'ont pas fait en sorte que j'embarque sur cette voie. Du coup, j'avais fait une école d'ingénieur en informatique au Maroc. Je suis resté finalement au Maroc pour rester proche de ma famille. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai essayé de travailler ici dans quelques entreprises et la vérité, je me suis jamais senti à l'aise. Je me sentais toujours étouffé. Je trouvais pas du tout la culture d'entreprise qui allait m'inspirer. Voilà, moi-même, j'étais à la recherche d'inspiration parce que voilà, j'étais en train de commencer ma carrière professionnelle. Et donc, je me suis tourné à Internet, à chercher comment développer une activité business. En 2012, 2011, 2010 à l'époque, voilà, c'était vers cette période-là. Et j'ai commencé un petit peu à m'inspirer un petit peu d'idées de blogueurs américains pour expérimenter des applications mobiles, des plateformes à l'époque. Et j'ai commencé comme ça. Ça a pris quelques années. Et du coup, en 2013, je me suis mis à créer des vidéos de maths sur Internet et ça a fini par devenir Kessako par la suite. D'accord. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, en quelque sorte. Youssef Ralem, est-ce que vous avez connu l'univers du salariat avant cette aventure entrepreneuriale? Effectivement. J'ai passé, j'ai pris la casquette d'élève salarié entre 2010 et 2013, pendant 3 ans. J'ai travaillé dans 3 industries différentes. C'était l'industrie d'assurance, puis le offshoring, tout ce qui est service informatique, et finalement la banque. Et à chaque fois, je me plaisais pas. Et la seule option que j'avais devant moi, c'était prendre mon envol et d'essayer de me développer de manière individuelle. Et c'est ce que vous avez fait finalement, Youssef, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat. Alors,
Les expériences varient d'une personne à une autre. Il y en a pour qui ce passage est difficile parce que voilà, on laisse derrière ce qu'on nous a appris, donc le concept de stabilité financière avec tout ce que cela comporte comme avantages et inconvénients. Est-ce que pour vous, ce passage a été fluide? Est-ce qu'il y a eu une préparation en amont avant de vous lancer, avant de quitter voilà, cette stabilité entre guillemets financière? Est-ce que vous êtes préparé? Oui, bon, préparé mentalement, on va dire. Alors moi, techniquement, j'ai quitté mon poste dans la banque en octobre 2013. Et en même temps, j'ai commencé à faire des vidéos de maths en décembre 2012. D'accord. Donc c'était presque un an avant ma démission. Du coup, pendant cette année-là, je m'entraînais à réaliser de meilleures vidéos. En fait, je prenais mes vidéos, je les montrais, j'ai laissé à ma maman, parce que c'est une prof de français. Elle montrait ça à ses élèves et je récoltais des feedbacks. En même temps, elle me présentait à des profs. Moi, j'avais entamé un petit peu ma préparation pour voir un petit peu tous les horizons qui allaient être ouverts pour Kezaku. Moi-même, je communiquais régulièrement sur les médias sociaux, sur les groupes Facebook. Ça m'a ouvert une porte très importante avant même de sortir et de me consacrer à plein temps à Kezaku. Ça m'a ouvert la porte d'un investisseur à l'époque qui voulait beaucoup m'aider. Et voilà, c'était en early stage. Et cet investisseur-là, même s'il n'a pas investi forcément son propre argent, mais il m'a ouvert tout son réseau. Et ça a permis à Kezaku d'avoir des partenariats avec des grandes entreprises depuis ses premiers mois. C'est très important. Ce qui me permettait aussi de me rassurer vis-à-vis du potentiel de la chose. Et d'autant plus qu'en septembre 2013, Kezaku a été sélectionné comme étant l'une des 50 startups qui allait participer à un programme national et on avait fini deuxième à l'époque. Donc vraiment, personnellement et mentalement, moi j'y croyais à fond et je voyais aussi que l'univers répondait favorablement à toute ma volonté. Donc je me donnais de plus en plus. Et Kezaku, justement, pour rester dans cet aspect de votre carrière, parlez-nous un peu de la mission de Kezaku pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Question de les rapprocher donc de votre mission, mais aussi celle de Kezaku. Kezaku, elle a connu plusieurs phases. Depuis 2013 jusqu'à 2023, c'est presque 10 ans. À chaque fois, nous avons dû pivoter pour nous adapter au marché, pour faire de Kezaku une entreprise avec un modèle économique viable, tout en gardant cette fibre d'innovation. Donc aujourd'hui, je peux te dire, Karima, que Kezaku, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est destinée aux lycéens marocains, qui leur permet de travailler en toute autonomie, en toute indépendance, grâce à une variété de contenus qui sont mises en ligne, et donc que ce soit des vidéos, des documents, des quiz. On a également des services interactifs comme le chat en ligne avec les professeurs. Et aujourd'hui, avec toute la puissance de l'intelligence artificielle, nous sommes en train de reshape un petit peu la vision de Kezaku afin d'intégrer cette composante essentielle dans le monde contemporain. Avec notamment des robots qui vont pouvoir dialoguer régulièrement avec les élèves pour combler leurs lacunes, pour les accompagner à être encore plus performants dans leurs résultats scolaires. Donc c'est un petit peu ça la vision pour le prochain Kezaku, pour rester dans la vague, comme on dit. Et des difficultés, Youssef, dans ce contexte-là, c'est-à-dire justement lors de la création de Kezaku, est-ce que vous en avez connu? Si oui, quel genre? Mais surtout, comment on les dépasse? En fait, il y a des difficultés, c'est clair. De toute façon, c'est pas évident de lancer une start-up au Maroc, surtout en 2013. Là, on est en 2023, 10 ans plus tard. À l'époque, c'était un petit peu, on va dire, précurseur. Les gens, ils manifestaient un grand intérêt, mais en même temps, d'un point de vue économique, une start-up à l'époque n'avait pas forcément, on va dire, sa place dans l'écosystème à l'époque. C'est un petit peu nouveau. Après, parmi les difficultés que j'ai rencontrées, c'est parmi je pense que tous les entrepreneurs, ils affrontent le même type de difficultés. C'est la composante humaine avec qui on peut évoluer. C'est pas évident de bien se faire entourer. Je pourrais ajouter que c'est pas évident de recruter les bons profils, surtout quand on n'a pas un grand budget pour la chose. Il y a énormément de difficultés, clairement, mais en même temps, il y a énormément d'opportunités. Donc finalement, c'est une question de balance, les opportunités versus les difficultés. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que les opportunités étaient 1000 fois plus importantes que les difficultés. Donc, peu importe la difficulté, j'allais continuer à l'époque.
Et voilà, pour ajouter, pour clôturer cette réponse, je peux dire que l'une des principales difficultés, mais vraiment, c'était l'aspect humain en fait. L'aspect humain, le niveau d'implication des gens, les attentes versus la réalité, tout ça, moi je te parle d'il y a 10 ans, en 2013. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas d'apprendre. Et si tu veux, l'un de mes enseignements les plus récents, parce que je suis toujours en train de mettre à jour mes enseignements personnels, c'est que voilà, donc moi personnellement en tant que Youssef, moi je préfère passer 80% du temps seul et 20% avec mon équipe, avec les gens. Comme ça, je peux maintenir cette vitesse, cette rapidité par rapport à mes visions, mais en même temps continuer à grandir en groupe, parce que comme on dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Et la suite, Youssef, dans un tout autre registre, ça a été la création de Mirati. C'est quoi son histoire ? Et à quel moment de votre carrière s'est arrivée justement cette volonté de créer cette marque de maroquinerie made in Morocco? Si tu veux, carrément, Mirati, c'est une continuité d'une première histoire. J'avais créé ma première marque de sac en 2018. Elle s'appelait Aldabag. Aldabag, ça a connu un grand succès auprès de mon entourage, de mes amis. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Youssef. C'est un jeune cadre dynamique qui avait ce besoin de s'octroyer une sacoche à la fois élégante et bien conçu pour contenir les objets qu'il utilise le plus souvent, à savoir son ordinateur, son powerbank, son bloc-notes, ce genre de choses. Et du coup, ce message-là, il retentit auprès de toutes les personnes qui me ressemblent. Donc voilà, donc moi personnellement, je suis assez actif sur LinkedIn, j'ai beaucoup de cadres, d'entrepreneurs dans mon réseau. Donc pour moi, c'était une bonne niche à viser. Et en même temps, il y avait une cause sociale, c'était de contribuer au rayonnement de l'artisanat marocain, vu qu'il a une histoire très pertinente et une histoire très riche. L'idée, c'était sur Mirati, c'était de rendre hommage justement au patrimoine marocain, d'où le terme Miret. Et le deuxième T, c'est pour que ça sonne international et italien, ça donne Mirati. Mirati, voilà, c'est un projet passionnant parce que c'est un projet dans lequel on crée un pont entre le passé et le futur, que toujours dans mes projets, je tiens toujours à garder cette fibre d'innovation. Sinon, ça sera juste un simple business. Et la vérité, ça ne m'intéresse pas de simple business. Ce qui m'intéresse, c'est la simulation intellectuelle, c'est le dépassement. Voilà, je suis toujours resté fidèle à moi-même. D'ailleurs, après Mirati, on s'est lancé aujourd'hui dans tout ce qui est intelligence artificielle. Pour justement rester dans l'air du temps. C'est tout à votre honneur, Youssef Ralem. Petite question un peu plus perso, en quelque sorte. Votre entourage dans tout ça, quel rôle a-t-il joué dans votre épanouissement professionnel? Écoutez, la vérité, la personne la plus influente dans mon parcours, c'était ma mère. La plus influente, dans le sens où à chaque fois que ça allait très très mal, je pouvais compter sur son soutien. D'ailleurs, je profite de ce passage pour la remercier du fond de mon cœur. La vérité, j'ai pris des coups très très durs. C'est ça, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et justement, j'ai eu cette chance-là de pouvoir compter sur une famille très supportive. D'ailleurs, au début, c'était pas évident pour eux que je quitte mon statut de salarié. Bien avec sûr, un ingénieur, un salaire à l'aise. Ils n'étaient pas forcément à l'aise avec l'idée. Mais, in fine, c'est comme tout parent bienveillant, ce qui compte le plus, c'est le bonheur de l'enfant. Et finalement, ils se sont fait à l'idée et j'ai pu compter sur le soutien familial, alhamdoulilah. Justement, l'entourage, donc la famille, qui a été d'un grand soutien pour vous. Mais est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui aimeraient se lancer, vu qu'on est en train d'en parler là actuellement, les personnes qui veulent se lancer dans leur propre projet ou la création de leurs propres entreprises, de se faire bien entourer, c'est-à-dire les personnes qu'on choisit, nous, de faire entrer dans nos vies, et non pas les personnes qui font partie de nos vies, comme nos parents, etc. Est-ce qu'on devrait bien les choisir? Ah, bien sûr, vraiment, ce qui contribue à 90% au succès d'un entrepreneur, c'est son entourage, c'est son réseau. Encore faut-il se demander comment créer un réseau pertinent. Alors, pour créer le réseau pertinent, il faut déjà être soi-même pertinent, il faut être compétent, performant dans une spécialité donnée, renforcer le plus possible sa capacité à aider les autres, soit directement ou bien indirectement. Par exemple, si on parle de marketing, l'une des manières de créer un réseau, c'est du contenu inbound. Donc, on va par exemple, si on est dans le domaine du digital, on va commencer à parler aux propriétaires de petits commerces, des petites entreprises, et leur donner des conseils sur LinkedIn, par exemple, ce qui permet à ces gens d'avoir vraiment de la valeur ajoutée de votre part, mais en même temps, de vous voir d'une manière spéciale comme étant une personne qui donne des bons conseils, une personne qui est utile à la communauté, et ce qui permet de renforcer
sa réputation personnelle et d'étoffer son réseau. Voilà, moi je pense, à part le fait de s'entourer, c'est aussi savoir créer une certaine gravitation et une certaine traction sur sa propre personne. Tout à fait. Et laisser les gens venir vers soi afin de se renseigner et les laisser. Voilà, c'est une dynamique en fait. C'est deux dynamiques différentes. Il y a une dynamique inbound et une dynamique outbound quand il y a des événements. Et quand on peut détecter une personne qui risque d'être intéressante dans notre écosystème, pourquoi ne pas l'aborder directement? Et voilà, la composante humaine est très importante. Ça peut à la fois nous pousser vers les cieux, comme ça peut nous détruire. Donc, exactement, c'est à double tranchant au final. À double tranchant, exactement. Et si vous deviez choisir, Youssef, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites, et celle au contraire que vous aimez le moins, ça serait quoi? Ce que j'aime le plus, la vérité, c'est l'innovation. Le fait de mettre en place des solutions à des problèmes paraît difficile. Ça a toujours été vraiment quelque chose qui me stimule. Sinon, quelque chose que j'aime le moins, comment dirais-je, que j'aime le moins. Moi, j'ai vécu pas mal de mauvaises expériences avec les gens. En même temps, moi, j'avais une bonne intention et c'était pas forcément l'effet miroir. Du coup, moi, je prêche et je prône les soft skills. C'est ce qui fait en sorte qu'une personne peut réussir très très bien dans sa carrière et créer des relations significatives. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est la petitesse d'esprit, si tu veux, et ce manque de capacité à bien communiquer. Si tu veux, pour faire simple, je n'aime pas les gens qui restent sur leurs acquis et qui ne cherchent pas à progresser, à se développer. C'est clair. Youssef Ralem, sur une note cette fois un peu plus positive, votre plus grand rêve, ça serait quoi? Le prochain objectif, next step, quelque chose que vous voulez accomplir dans le futur proche ou lointain? Futur proche, c'est profiter le maximum possible de l'intelligence artificielle pour résoudre des bons problèmes. Après ça, c'est du côté professionnel. Côté personnel, c'est prendre encore plus soin de ma famille. C'est joliment dit, en tout cas Youssef Ralem, et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'avenir. Avant de clore, peut-être 2-3 petits conseils pour la route pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient vivre de leur passion mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes? Question de les motiver. En fait, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. À ça, on devrait avoir peur chaque jour, parce que chaque jour peut être le dernier. Donc, si on reste concentré avec cette peur, alors on va passer à côté d'autres vies. Donc, il faut aussi voir l'autre aspect, celui de l'espoir, celui d'un meilleur avenir, mais en même temps se dire que si on veut vraiment vivre ce meilleur avenir, il faut le vivre dès maintenant, dès l'instant présent. Donc, il y a un concept de carpe diem qui se manifeste. Du coup, c'est pour résumer tout ça, la capacité à aller vers l'action, la capacité à exécuter, c'est tout simplement ce qui va vous rendre content et heureux dans votre vie, parce que c'est une habitude, l'action, l'exécution. Au début, on va rester cloîtré dans notre zone, à réfléchir, à prendre un bloc-notes et un stylo, réfléchir à la stratégie. Ok, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est l'exécution. Et comme on dit, le parfait est l'ennemi du bien. Donc moi, ce que je recommande aux gens qui veulent se lancer, arrêtez d'être perfectionniste. Quand on a un examen à rendre, on ne va pas rendre la copie avec 0. Par contre, en même temps, on ne pourra pas avoir 20 sur 20 forcément. Tu as juste un délai imparti, 1 heure, 2 heures. Tu dois remplir le maximum possible. C'est ce que vous devez faire. Voilà, vous ne devez pas rester trop scotché sur la perfection. Non, c'est bon, un certain niveau de qualité, ça suffit. Parfois même moins, parce que ce qui compte, c'est la vente, c'est le marketing. Donc, ce qui compte, c'est de mettre son pied sur le marché, d'avoir ses premiers clients, d'établir des bons liens avec les gens. Et le produit, c'est quelque chose qui est vivant. Le produit n'est pas figé. Le produit doit se développer chaque jour. Donc voilà, sortez de votre cocon et entraînez-vous à réussir. Parce qu'on ne va pas réussir du premier coup. C'est comme un enfant. Au début, il ne va pas marcher du premier coup, il va tomber. À un moment, il va marcher, il va commencer à courir, il va sauter. C'est comme ça. La réussite, c'est un entraînement. Tout à fait, Youssef Ralem. Et c'est d'ailleurs sur ce beau conseil que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir d'échanger. Merci Karima, barakallahu fik. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, bon courage. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront